Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire Thérèse Imbert, une affaire d'escroquerie française qui a fait grand bruit au XIXe siècle. Thérèse Imbert naît Marie-Thérèse d'Aurignac le 10 septembre 1855 à Aussonne, commune française située dans le nord du département de la Haute-Garonne, en région Occitanie. Son nom est associé à une affaire d'escroquerie de plus de 20 ans et qui va devenir une des plus célèbres de la France du début du XXe siècle. Elle inspira notamment Maurice Leblanc pour son cultissime personnage Arsène Lupin. Guillaume, le père de Thérèse, est abandonné à la naissance. Il épouse une femme de 25 ans, sa cadette, riche fille de paysan qui se nomme Rose Lucie Capella. C'est la future mère de Marie-Thérèse. Grâce à l'argent de sa femme, qu'il dilapide très rapidement, il ouvre une agence matrimoniale et achète un castelet. Il se fait alors appeler comte d'Aurignac. Il échafaude plusieurs plans pour gagner de l'argent et surtout faire patienter ses créanciers. Il va même jusqu'à inventer qu'il a hérité d'une fortune d'un oncle d'Amérique et n'hésite pas à présenter une liasse de parchemin censée convaincre ses créditeurs. Fausse preuve à la pluie pour donner de la véracité à ses dires. Mais bien sûr, cet argent ne vient jamais. Mais il se justifie en accusant la lenteur de la justice. À cette époque-là, l'Amérique est le nouveau monde, et objet de nombreux fantasmes d'ascension sociale et de richesse. Thérèse, qui va grandir dans le mensonge, va elle aussi peu à peu développer un sens aigu de la manipulation et du bas goût hérité de son père. Petite déjà, elle persuade ses amis de mettre en commun leurs bijoux afin de faire croire à leurs prétendants qu'elles sont riches. Elle devient une jeune femme qui rêve de s'épanouir dans le luxe et les soirées mondaines. En 1878, elle fait la rencontre de Frédéric Imbert. S'il n'est encore qu'étudiant en droit à Toulouse, son père est un notable, député de la Haute-Garonne devenu sénateur. Il vient d'être nommé procureur général à la Cour des comptes. Il finira d'ailleurs ministre de la Justice. Celui-ci ne voit d'ailleurs pas d'un bon œil, au départ du moins, l'union de son fils avec cette fille d'origine modeste, au passé douteux, et qui en plus possède un léger zozotement. Il se méfie des intentions de Thérèse auprès de son fils. À juste titre. Elle réussit tout de même à épouser Frédéric Imbert, et sentant les réticences du père de son futur époux, elle fait croire à sa future belle-famille, afin d'obtenir leur accord, une fable selon laquelle elle serait l'unique héritière d'une vieille cousine célibataire mourante. Propriétaire du château de Marcotte dans le Gers, c'est le premier mensonge d'une longue série de celle qui se nomme désormais Thérèse Imbert. Une fois mariée, il fallait se rendre à l'évidence. L'argent promis par Thérèse ne vient jamais. Et les deux jeunes mariés quittent la région de Toulouse et emménagent à Paris, dans un modeste appartement de la rue Monge, à 2 pas du jardin des plantes. Pas question pour Thérèse de vivre modestement. Il lui faut trouver un autre stratagème, et l'influence de son père va jouer en sa faveur. Elle prétend avoir reçu une partie de l'héritage du millionnaire américain Robert Henry Crawford, pour lui avoir porté secours dans un train alors qu'il était victime d'une crise cardiaque. Elle dit avoir hérité d'une fortune immense. Mais comme un autre testament mentionne les 2 neveux Lumania, la justice a été saisie. Thérèse affiche une confiance sans faille. Le droit la désigne et elle touchera bientôt la somme de 100 millions de francs or, l'équivalent de 480 millions d'euros actuels. Bien sûr, ce fameux Crawford n'existe que dans la tête de Thérèse. Elle va jusqu'à monter un faux procès contre le neveu fictif de son généreux donateur. Les neveux en question sont les frères de Thérèse. Elle sera défendue par son beau-père et elle obtient d'énormes prêts en utilisant le supposé héritage comme garantie. Dès lors, le couple Imbert va mener grand train. Dîner mondain avec leurs nouveaux amis, très intéressés par leur supposée nouvelle fortune. En réalité, le couple emprunte 50 millions de francs et investit sans compter. Le mari de Thérèse, qui trempe dans les affaires crapuleuses de sa femme, promet de rembourser cet argent avec intérêt grâce à l'héritage de feu M. Crawford. Pendant près de 20 ans, ils vont dépenser sans compter. Ils vont même acquérir le château de Vives-les-Eaux dans la commune de Damary-les-Lys. Entre parenthèses, il s'agit de l'actuel château de la Star Academy. Thérèse se lance dans les affaires. Elle crée une société d'épargne, la Rente Viagère, qui promet des rendements mirobolants à tous les épargnants désirant faire fructifier leurs économies. Au fil des années, la rumeur enfle. Thérèse Imbert ne serait pas celle qu'elle prétend être. François Mouton, un journaliste du quotidien Le Matin, recueille de nombreux témoignages de prêteurs qui commencent à trouver le temps long. Il commence à parler d'arnaque, tandis que l'un des créanciers saisit pour la première fois la justice. Le 2 mai 1902, le tribunal de Paris ordonne l'ouverture du coffre de Thérèse Imbert et l'inventaire des titres financiers. Quand la police et les huissiers se rendent au domicile des époux Imbert, ils trouvent la maison abandonnée et le coffre vide. Selon la légende, le coffre comprenait une brique et un demi-penny.
Les Humbert, eux, ont fui en Espagne. Ils sont finalement arrêtés à Madrid en décembre 1902, trahis par un voisin qui les a reconnus. 8 mois plus tard, le 8 août 1903, le procès de l'affaire Humbert s'ouvre devant la cour d'assises de la Seine. Pour sa défense, Thérèse a droit à un ténor du barreau, Maître Labourie, avocat du capitaine Dreyfus quelques années auparavant. Tout au long du procès, l'arnaqueuse et mythomane soutient que toute cette histoire est vraie. Face aux preuves, elle change sa version en affirmant à la barre que le fameux Crawford existe bien, mais qu'il ne s'appelle pas ainsi. Il s'agirait en fait d'un certain Edmond Vital Victor Régnier. Elle est finalement condamnée à 5 ans de travaux forcés, tout comme son mari Frédéric pour avoir escroqué près de 60 millions de francs. Ses 2 frères, qui s'étaient fait passer pour les neveux Crawford, sont condamnés à 2 et 3 ans de prison. Ces peines sont jugées assez laxistes vu la gravité des faits. Thérèse Humbert serait morte dans l'indifférence générale, pour certains en 1918, pour d'autres dans les années 1930. Mais la légende raconte qu'elle aurait émigré aux États-Unis et aurait tenté de refaire sa vie à San Francisco. Voilà, ce podcast est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle petite histoire criminelle.